À la une de l'actualité, c'est la conférence internationale sur la région de Grand Lac. Les travaux préparatoires du sommet de chefs d'État et de gouvernement se sont ouverts mercredi à Kampala. Les experts congolais, eux, sont arrivés depuis mardi en Ouganda. Ils ont la charge de préparer les assises de chefs d'État et de gouvernement, conférence prévue du 6 au 7 septembre 2012. Les détails dans cette correspondance depuis Kampala. C'est depuis hier, mercredi 4 septembre 2012, que les travaux préparatoires des experts et coordonnateurs nationaux de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, IRGL en cycle, ont ouvert leur porte ici à Munyonyo, à une dizaine de kilomètres de Kampala centre. Les assises de Kampala préparent la réunion des ministres de la Défense de ces 11 pays qui ont démarré depuis ce matin, jeudi, à Munyonyo, en vue de déverser la matière sur la table de chef d'État de ces 11 pays de la CIRGL, prévu pour ce vendredi 7 septembre, sauf changement à la dernière minute. Au menu, la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Les informations actualisées et urgentes en vue de s'assurer de la cessation définitive des hostilités constituent l'une des préoccupations majeures de ce sommet, aussi bien l'opérationnalisation d'une force internationale neutre voulue par la majorité des États membres de la CIRGL. C'est à la fin de la réunion des ministres de la Défense qu'il sera décidé de l'envoi d'une force neutre pour mettre fin au M23 et FDLR au Nord Kivu, mesure qui sera entérinée par le chef d'État. Julien Paluku, gouverneur de Nord Kivu, est arrivé sur place depuis ce mardi pour suivre de près les travaux dont la finalité est la stabilité de sa province. À titre de rappel, les assises de Kampala fait suite aux travaux du 6 au 7 août dernier à Kampala et ceux du 18 août 2012 à Goma, au Nord Kivu. Kampala, Célestin Sibomana, attaché de presse du Nord Kivu pour Télé 50. Merci Célestin pour toutes ces précisions. Le chef de la diplomatie congolaise, Raymond Tshibanda, est dans une offensive diplomatique très engagée. Le ministre des Affaires étrangères revient d'un périple qui l'a conduit successivement à New York, au siège des Nations Unies, à Washington et à Londres. L'objectif est de faire un plaidoyer de la République démocratique du Congo auprès de la communauté internationale en vue de faire entendre sa voix. Nous vous présentons ici l'étape de New York au siège de l'ONU devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous sommes à New York au siège de l'ONU. Le 28 août dernier, le chef de la diplomatie congolaise, Raymond Tshibanda Ntunga Mulongo, a fait un plaidoyer devant le comité d'extinction du Conseil de sécurité de l'ONU créé par la résolution 1533 concernant la République démocratique du Congo. Il s'est agi des consultations du comité d'extinction relative à l'additif du rapport d'étape du groupe d'experts sur la RDC. Un jour après son passage devant le comité d'extinction, le 29 août dernier, le ministre congolais des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie s'est adressé aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Raymond Tshibanda a démontré cette fois-ci au Conseil que les preuves convaincantes présentes par le groupe d'experts dans l'additif à son rapport d'étape, ainsi que l'histoire des conflits à répétition qui endeuillent la région des Grands Lacs depuis le 2 août 1998, appellent les considérations suivantes. L'attitude du Rwanda à l'égard de la RDC est caractérisée par une violation grave et persistante des principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, articles 1, D6 et 39 de la Charte d'une part et constitue d'autre part une menace constante à la paix et à la sécurité internationale. Le soutien prouvé du Rwanda au M23 est la cause d'une tragédie humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo et contribue aux manières directes à la souffrance intolérable de plus de 500 000 déplacés internes et externes, femmes et enfants compris. Le moins qu'on puisse dire au terme de ces 2 journées de travail au siège des Nations Unies est que le plaidoyer du ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie a été clair et incisif et qu'il serait surprenant qu'il reste sans suivi. La voix de la République démocratique du Congo a en tout cas été entendue. Le numéro 1 du gouvernement congolais, Augustin Matata Ponyo, a regagné la capitale congolaise après une brève tournée dans la province du Maniema. Le chef de l'exécutif a visité plusieurs sites, notamment la Société nationale des chemins de fer du Congo, l'université de Kindu, mais également le stade Omnisport de Kindu, dont le travaux avance à pas géant. Les fonds sont alloués par le gouvernement central. Suivez. Plus de 20 ans sont passés depuis que le barge et autres matériels de la SNCC ne bénéficiaient plus de l'apport du gouvernement.
Cette visite dénote la détermination de l'État congolais qui vient de débourser plus de 800 000 $ sur un total de 2 millions destinés à relancer les trafics fluviaux dans cette partie du pays. À travers ces premiers financements qui ne doivent servir qu'aux intérêts de la population, la province va désormais reprendre lentement mais sûrement ses activités afin d'apporter sa croissance et son émergence. L'erreur n'est pas permise. L'heure n'est plus aux discours mais aux actes concrets et à la gestion saine des ressources publiques. C'est le cas de la barge Loufaya qui est en pleine réhabilitation. Les travaux sont exécutés par une main-d'œuvre locale. Le département ferroviaire a annoncé le Premier ministre va bénéficier de 2 locomotives afin de faciliter le trafic et le désenclavement du Maniema. À Kindu, Augustin Matata Pognu a aussi inspecté le chantier de l'université où les travaux de construction d'un home et d'un bâtiment devant abriter la faculté de médecine avancent bien. Notre message auprès du président de la République pour les bienfaits qu'il ne cesse de faire, non seulement pour la jeunesse du Maniema, mais aussi pour la nation congolaise. Et on est vraiment très contents et vous pouvez espérer que nous allons garder ces bijoux. Après tous ces sites, Matata Pognu a enfin visité le stade omnisport de Kindu. Là aussi, les travaux sont réalisés en respectant les standards internationaux. Restera plus qu'à s'ouvrir en un temps record l'attente des jeunes de Kindu, impatients de taper dans le cuir sur le gazon de ce stade. Vous le savez, la bancarisation de la paie des officiers de l'armée et de la police nationale congolaise débute au mois d'octobre prochain. Le gouvernement Matata qui y tient confirme le début de cette paie au temps indiqué et signale que tout évolue normalement. C'est jeudi, au cours d'une réunion présidée par le vice-premier ministre en charge du budget, Daniel Mukoko Samba, il a été question de faire un examen sur les possibilités du mobile banking. Comprenez par là les possibilités d'une paie par voie téléphonique outre la voie bancaire. Alain Lino Mwamba. La bancarisation de la paie des officiers de l'armée et de la police de plus en plus une réalité dans le pays. Chaque jour qui passe, le processus de cette paie, annoncé pour le mois d'octobre, atteint une nouvelle étape. Déjà en plus de cela, le gouvernement Matata veut innover en ce sens en optant pour le mobile banking, la technologie de parvenir à une paie par voie téléphonique afin d'atteindre ces militaires et policiers, même dans les coins du pays où les banques n'existent pas. D'où la raison d'être de la réunion de ce jeudi, présidée par le vice-premier ministre en charge du budget, Daniel Mukoko Samba, en son cabinet de travail. C'était également en présence du ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi. Il était question d'examiner les possibilités de ce mobile banking, autrement appelé cash mobile. Autour du vice-premier ministre du budget, tous étaient représentés, s'agissant des officiers de l'armée et la police, les sociétés de téléphonie mobile et l'association congolaise de banques, ainsi que le comité de suivi de cette paie. Vous connaissez l'objectif du gouvernement et du Premier ministre de bancariser la totalité de la paie du million de fonctionnaires que comporte la République. Une réalité nous est tous venue à l'esprit lors de discussions en comité de suivi de la paie, c'est de faire appel à nos partenaires de la téléphonie mobile pour nous faire bénéficier de leur technologie et gagner du temps, gagner en surface et gagner en efficacité sur la paie du personnel et pouvoir atteindre l'ensemble du territoire national, même là où il n'y a pas de banque. Quant à la paie par voie bancaire, son lancement demeure pour le mois d'octobre et la première phase va concerner que les officiers. De la parole à l'acte, la Direction générale des douanes et accises a procédé à une série de sanctions à l'égard des commissionnaires en douane. Et c'est là après plusieurs mises en garde à l'endroit des sociétés concernées. Elles sont reprochées de n'avoir pas actualisé leur caution d'agrément conformément aux dispositions légales en la matière. La DGDA l'a fait savoir dans un communiqué de presse du mercredi 5 septembre 2012. La Direction générale des douanes et accises, en sigle DGDA, porte à la connaissance du public en général et des usagers de la douane en particulier qu'elle vient de procéder au retrait à titre définitif des agréments en qualité de commissionnaire en douane des sociétés ci-après pour défaut d'actualisation de leur caution d'agrément conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière, à savoir notamment les dispositions des articles 35, 45 et 133 de l'arrêté numéro 016/CAB/Mine/Finance/2011 du 11 avril 2011
portant mesure d'application de l'ordonnance loi numéro 10/002 du 20 août 2010 portant code des douanes. Cela après de multiples rappels à l'ordre leur lancés et demeurés sans suite jusque-là. Il s'agit de Eidel, Beta Distribution, British Car, Campodor, EBAG, COSEC, GLS, Jovka, Lapigaille Service, Sanerm, Saucir, Trinex, Step In Express, Comoche, Kin Service Express, Lamuka Trading, Codecom Agency, Service Esperel, Prime Trad, Ceprodev, Yira Transit, New Alpha Business, JMS et Service Alpha Omega, Bavumu Oil, Miantizila Sosani Trading, Elite, MBP et CIE, Fablir, Maison Informatique Junior, Plan SEM, Sojet, Trafka, Globe Transit, Ecodor, Congo Fret Express, Sodétrans, Sercom, Afri Transit et Wamofa. Parlant de la révolution de la modernité dans ce journal, les grandes artères de la ville sont en pleine réhabilitation et les entreprises de grands travaux s'activent pour parfaire le plus tôt possible les travaux avant la date prévue pour le 14, date du sommet de la francophonie. Outre le boulevard Lumumba, le stade de Martyrs, l'avenue de Haut Commandement, l'office de voirie et drainage s'attelle aussi à la réhabilitation de l'avenue des entreprises, porte d'entrée du Beach Ngobila. Nos reporters étaient sur place. Le sommeil sera de plus en plus court pour ces agents qui d'ici quelques semaines doivent se rendre compte du travail déjà abattu sur le terrain. Sur ces chantiers ouverts depuis 3 jours sur l'avenue des entreprises, l'OVD renforce la chaussée avec une couche de roulement de 3 cm. Bon, nous renforçons la chaussée pour la rendre plus carrossable puisque c'était une chaussée rigide avec des dalles qui étaient défoncées. Nous venons d'égaliser maintenant le niveau de la chaussée pour qu'il y ait quand même confort quand les gens vont rouler ici. Mais à quand la fin de ces travaux? Aujourd'hui même. Ce soir déjà les gens peuvent passer. Une fois réhabilitée, l'avenue des entreprises pourra faciliter le trafic et permettra une circulation fluide entre le Beach Ngobila et les centres-villes. Le nouveau ministre des Hydrocarbures tient à l'amélioration du secteur pétrolier en République démocratique du Congo. Crispin Atama a séjourné au Vietnam où il s'est entretenu avec 2 grandes firmes pétrolières de la place, Petro-Vietnam et Soco, une entreprise britannique. Le but de ce déplacement est d'apporter l'expertise voulue aux entreprises pétrolières du Congo et de révolutionner le secteur. Nous sommes au Vietnam. C'est une visite de découverte et de grande envergure pour le ministre congolais des Hydrocarbures. Durant son séjour, il a visité tour à tour les installations de Soco Vietnam et Petro-Vietnam. Ici, il s'est dit satisfait d'apporter une expertise révolutionnaire à Cohydro, l'une des entreprises congolaises d'exploitation du pétrole à grande quantité. Moi j'ai confiance que Cohydro devra nécessairement visiter ce genre de site pour se faire une idée exacte de ses ambitions. C'est notre combat. Une occasion pour Crispin Atama de présenter la situation des hydrocarbures, mais aussi les potentialités que regorge la RDC, notamment le pétrole et le gaz méthane. Après les échanges qui ont profité à la RDC, le ministre a également découvert la haute technologie de l'entreprise Petro-Vietnam Technical Service, spécialisée dans la fabrication des navires de production et stockage de pétrole. Au Bandundu, on a procédé ce jeudi au lancement de l'opération chirurgicale gratuite de la maladie dite bec de lièvre par une ONG internationale basée au Kenya. L'opération se fait sous la supervision du gouvernement provincial à l'hôpital de référence de cette province. Dadou Ekem, notre correspondant, nous en dit plus. Les personnes vivant avec l'imperfection de bec de lièvre dans la province du Bandundu vivent déjà l'opération chirurgicale gratuite grâce aux efforts du gouvernement provincial de Bandundu. Sur place à Bandundu-Ville, une équipe forte composée de 12 personnes sous la conduite du docteur Unguti Meshak, dont 2 chirurgiens, 3 anesthésistes, 3 docteurs et 4 infirmiers en provenance de l'ONG
ONG basée au Kenya, s'installe déjà à l'hôpital général de référence du Bandundu